Hey, on a notre ami L. Frank, je pense, Yo, qui est L. pas trop loin. L. Frank, salut, salut. Salut, je suis sorti de mes tréfonds des Bon. enfers pour aller vous voir. J'ai pris un petit peu de temps. Avais-tu un Ouais, tunnel, Allô? un tunnel dans le coin de Shawinigan? Ah, ben écoute, les chemins des enfers, tous les chemins mènent aux enfers, ultimement. Là, fait que, oui, j'ai fini par trouver mon chemin jusqu'au tunnel de Shawinigan. C'est bon, ça. Hey, L. Frank. Qu'est-ce que tu... Ah, vas-y, Denis. J'allais demander, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir, Monsieur L. Frank? Donc, ben écoute, il y avait plusieurs possibilités pour moi. Ben, sur ma chaîne, évidemment, je fais des jeux vidéo, je fais des podcasts, je fais des revues d'actualité, je fais des quiz, je fais toutes sortes de choses. Mais il y a une tendance qui reste, peu importe ce que je fais, c'est que je suis un méchant placoteux dans la vie. Fait que déjà de base, évidemment, je vais vous parler, je vais vous parler de sujets qui me passionnent énormément, puis qui sont un peu reliés à ma vocation ici sur Twitch là, de valoriser l'histoire à travers là, justement le streaming. Puis, ben, quand j'ai remarqué justement que le ShawiCon était beaucoup relié à la culture populaire, qui est un concept que nous, les historiens, on utilise quand même assez souvent, ben, j'ai décidé finalement de vous proposer une conférence interactive aussi un peu avec le chat. Là. Il y a plusieurs de mes slides de présentation où je vais relancer le chat avec des questions. Et je vais vous parler un peu des liens entre la culture populaire, l'histoire, la construction des mythes, des contes et légendes, puis de comment l'histoire, c'est un peu le vecteur central de tout ça. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Ben on va oui, te laisser aller. On te laisse aller, merci beaucoup. Salut, mon vieux, à plus tard. All right, merci à vous autres. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un excellent ShawiCon 2022. Donc, j'en reconnais plusieurs noms qui sont dans le chat ici. Et sachez que, évidemment, je suis habitué d'être sur une chaîne Twitch et de gérer un stream, de gérer finalement un chat qui défile avec des questions, des commentaires et tout. Ma présentation se veut aussi parce que elle se veut interactive, en fait. Donc, oui, évidemment, je vais beaucoup parler, je vais beaucoup vous donner des notions, je vais beaucoup vous donner d'informations. Puis, je l'ai vraiment structuré de façon à ce que ce soit un peu comme une espèce de conférence. Mais en même temps, ce ne sera pas juste une conférence où vous allez rester assis comme ça. Oh, attendez un instant, j'ai comme des follow qui pop avec l'alerte. Fait que là, ça joue dans mes oreilles un peu, ça me déconcentre. Je vais aller fermer ça. Ça sera pas bien long. Laissez-moi juste le temps de fermer mon Streamlab. J'étais en live tantôt. Fait que j'ai raidé la chaîne du ShawiCon justement avant de commencer. Donc, oui, finalement, ce que je disais en fait, c'est que c'est une conférence un peu classique là, comme à laquelle vous avez probablement déjà assisté. Par contre, j'aime bien ça, moi, faire participer les gens. J'aime bien ça vous interpeller. J'aime bien ça vous relancer avec des questions, vous faire réfléchir. Parce que c'est un peu ça, en fait, ma vocation sur Twitch. Donc, voilà, je vais changer de scène puis je vais vous amener tout de suite à ma présentation. Ma présentation que voici. Alors, je vais me mettre en mode diaporama. Donnez-moi juste un petit instant. Tac, à partir du début, paramètres d'affichage. Basculer entre le mode présentateur. Voilà. Donc là, est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Est-ce qu'on me confirme que tout est beau de l'autre côté de l'écran? Bon, en tout cas, de mon côté, tout est super. Je vais attendre un petit peu votre retour. Oui, c'est parfait, tout est à 1. Génial. On y va comme ça. Alors, bienvenue à cette conférence que je suis vraiment content de vous présenter aujourd'hui. Premièrement, avant de commencer, voilà, j'espère que vous avez passé un super de bon ShawiCon 2022. Je remercie infiniment Nino Mancuso, l'organisateur de l'événement, pour m'avoir invité en début d'année. Là, justement, à un moment donné, je vois apparaître dans mes messages privés une invitation de la part de Nino pour aller présenter au ShawiCon. Et je lui disais ce matin, justement, pendant les tests, à quel point j'étais content. Là, justement, de participer à l'événement cette année parce que j'en avais déjà beaucoup entendu parler à travers le bouche à oreille. J'en avais entendu parler aussi sur le stream à Denis, sur Radio Talbot. Puis, c'est ça, je n'avais beaucoup entendu parler à droite et à gauche de cet événement-là. Et donc, voilà, les slides sont mais le gars qui fait la conférence est magnifique. Mes slides sont super belles, Matt. Essaye pas. Donc, oui, c'est ça. Finalement, je suis vraiment content d'être ici, d'avoir reçu l'invitation parce que je voyais l'événement l'année passée et je me disais, crème que j'aimerais ça y participer, j'aimerais ça ajouter de l'eau au moulin, j'aimerais ça justement apporter ma contribution à ce bel événement-là. Donc là, je suis vraiment content d'avoir l'occasion de le faire aujourd'hui pour une conférence que je vous propose qui s'intitule « L'histoire, c'est plate » ou pas? Comment s'amuser avec l'histoire au 21e siècle. Donc, c'est une conférence, en fait, qui va aborder plusieurs thématiques, qui va aborder justement le domaine dans lequel je suis, c'est-à-dire l'histoire. Donc, je vais commencer par me présenter un peu, vous parler un peu de moi, de mon parcours pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas. Et
Je vais vous parler par après justement un peu du domaine dans lequel j'ai étudié, du domaine dans lequel je travaille, surtout au niveau du streaming. Moins au niveau de ma job à temps plein, mais plus au niveau vraiment de mes projets, là, de mes implications personnelles. Et par après, je vais vous parler un peu des idées reçues, des stéréotypes souvent qu'on voit en histoire. Puis en même temps, évidemment, je vais vous interpeller là-dessus, je vais vous poser des questions, je vais vous amener un peu à réfléchir à tout ça. Et par après, on va parler un peu de culture populaire, de mythes, de contes et légendes, de comment on peut retrouver justement l'histoire, la culture et comment se construit le mythe, non seulement au Québec, mais aussi à travers, je vous dirais, voir un peu le pattern voir un peu le pattern en fait qui peut se construire dans différentes cultures, différentes civilisations à travers le temps. Alors voilà. Donc, premièrement, qui suis-je? Moi, je vous dirais que dans ma vie, c'est pas mal, je suis un passionné. On peut me décrire vraiment comme étant un passionné, un gars qui, justement, est très social, un gars qui aime ça, justement, parler aux gens, quelqu'un qui aime ça divertir, quelqu'un qui aime ça enseigner, renseigner, quelqu'un qui aime ça apprendre des choses aux gens aussi. Donc, je suis vraiment une espèce de pédagogue passionné dans l'âme. Tout d'abord, il faut dire que, évidemment, c'est pas pour rien que je suis sur Twitch. Hein. Je suis un passionné de jeux vidéo. Et ça, depuis tout jeune. J'ai 31 ans, je joue à des jeux vidéo depuis que j'ai l'âge de 5 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Puis en vieillissant, s'il y a une tendance qui est restée dans ma vie, c'est vraiment le gaming. J'ai jamais arrêté de jouer à des jeux vidéo. Évidemment, avec l'âge, je sais que je suis encore jeune, là, je me considère pas comme étant quelqu'un de vieux, mais quand même, avec l'âge, il reste que nos réflexes sont moins bons. On finit par, à un moment donné, justement, perdre un petit peu nos réflexes qu'on avait quand on était adolescent, par exemple. Mais par contre, l'intérêt et la passion restent toujours présentes, selon moi. C'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis très, très, très longtemps. Alors vraiment, on peut me décrire comme étant un passionné de jeux vidéo. Et ça m'a jamais quitté. Ça a toujours été resté très présent, très central en dedans de moi. Et aussi, je pense que vous avez déjà pu me saisir un peu depuis le début de la présentation. Je suis un gars très social, très dynamique, qui adore l'animation. En fait, je carbure carrément à ça. Et là, dans ma vie, évidemment, on arrive à un âge à 17 ans où on se dit, après le secondaire, qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie? Hein? Où c'est que je vais aller? Où c'est que je vais aller étudier? Quelle carrière je vais faire? Et là, moi, à un moment donné, à force de me poser des questions, à force de réfléchir et de me demander où est-ce que j'allais m'enligner, j'ai décidé de devenir historien. Donc, à ce moment-là, je suis allé faire mon baccalauréat en histoire à l'UQAR. Donc, moi, je suis un gars de Rimouski, du Bas-Saint-Laurent. Et évidemment, vu qu'il y avait déjà un bac en histoire qui se donnait, dans le temps, je sortais avec une fille aussi qui allait à l'UQAR, donc c'était plus facile aussi de mélanger sphère familiale, sphère amoureuse et sphère professionnelle, scolaire et tout ça. Bref, ça m'a enligné là. Et donc, j'ai fait un bac en histoire à l'UQAR que j'ai terminé en 2014. Ensuite de ça, évidemment, au travers de l'histoire, il y a une tendance que je me suis rendu compte, c'est que côté professionnel, quand on voulait se trouver une job là-dedans par après, c'était évidemment pas toujours facile. On va y revenir d'ailleurs par rapport là, justement à quelle profession peut exercer un historien, puis quelle image on a finalement de quelqu'un qui étudie en histoire, de à quel point il peut se trouver de la job là-dedans. Puis évidemment, moi, je me suis posé toutes ces questions-là. Donc là, mon questionnement, à un moment donné, m'a aligné vers le certificat en archivistique. L'archivistique, en gros, pour vous le décrire vraiment très rapidement, c'est la gestion documentaire. Donc, dans le fond, un archiviste, selon s'il travaille, mettons, pour une compagnie privée ou pour une organisation publique, ou sinon pour un centre d'archives historiques, son travail va vraiment très varier. Puis il y a vraiment deux dynamiques. Soit l'archiviste, il va vraiment gérer des archives historiques, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de la collecte, il va s'occuper de l'acquisition, du traitement, il va s'occuper aussi de la diffusion, la valorisation, à travers, par exemple, des sites web, à travers des expositions. Peu importe, là, vraiment, tous les moyens de diffusion peuvent être bons. Donc là, ça, c'est vraiment plus un archiviste dans le milieu des archives historiques. Mais aussi, on a l'autre volet, puis ça, c'est celui dans lequel je travaille en ce moment. C'est celui vraiment de l'implantation de systèmes de gestion des documents. Vous tous et toutes, vous avez des emplois, vous avez des entreprises ou des organismes publics qui sont organisés et qui gèrent des documents, hein, de l'information qu'on prend sur des documents puis avec laquelle on gère nos activités. Fait qu'à ce moment-là, moi, ma job, c'est d'arriver puis de systématiser tout ça, de bien l'organiser, de m'intéresser à tous les processus qui sont derrière ça, puis vraiment d'organiser l'information pour optimiser un peu les processus d'affaires de l'organisation. Fait que moi, c'est là-dedans que je travaille. À temps plein, c'est ce que je fais. Donc, il ne faut pas confondre avec le classement. Je pense que probablement plusieurs d'entre vous là, vont penser que ce n'est que du classement. Non, ce n'est pas du classement. Ça fait partie de ça, mais c'est vraiment plus comme... C'est de l'organisation, de la gestion, puis de l'entretien de système. C'est un peu comme un informaticien, mais des documents, si on peut le dire comme ça. Donc moi, présentement, c'est là-dedans que j'œuvre en plus d'être historien. Donc c'est un petit peu ça, là, finalement, mon parcours. Et c'est vraiment cette double vocation-là que j'ai en ce moment là, d'archiviste historien. Alors le jour, j'aime à dire que souvent, c'est comme les super-héros. Par exemple, on va prendre Clark Kent.
Clark Kent, le jour, il est journaliste, mais le soir, hop, là, il met son costume de Superman et il s'en va sauver le monde. Ben, moi, de mon côté, je suis pas journaliste puis je sauve pas le monde. Par contre, je suis archiviste de jour et je me transforme en historien numérique le soir et la fin de semaine. Donc, c'est ce que je fais. J'ai vu un shout-out qui est passé tantôt, là, justement, pour ma chaîne Twitch. Donc, twitch.tv/lfrank. Vous avez mon logo, justement, à droite dans le PowerPoint. Et, justement, c'est ce qui m'a amené à me lancer sur Twitch il y a de ça 4 ans. Donc, ça fait 4 ans que je fais de la création de contenu sur Internet. Puis mon contenu est vraiment très varié. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais parler d'histoire. Parce que je pense que l'histoire, justement, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, elle peut être amusante, elle peut être divertissante. Non, ce n'est pas que du par cœur qu'on va recracher puis qui ne voudra rien dire pour nous, puis qu'on ne pourra pas justement identifier à notre vie puis à notre environnement. C'est quelque chose de très vivant. C'est quelque chose qui explique carrément le monde qu'il y a autour de nous. Et c'est quelque chose qui peut être transmis de plein de belles manières différentes. Puis vraiment, c'est quelque chose qui peut être très captivant et intéressant. Et ça, j'y crois dur comme fer. Donc, c'est ma mission, en fait, sur la plateforme. Je fais de la vulgarisation de l'histoire par du gaming. Parce qu'évidemment, on va le voir, il y a énormément de jeux vidéo qui ont un caractère historique. Il y a même plein d'autres produits aussi. On aura l'occasion d'en parler. Puis, je fais du gaming, je fais des podcasts avec des invités, parfois des historiens, parfois des streamers. À qui j'amène. Dans le fond, je leur donne le défi de faire une chronique historique et je les incite à faire une chronique et à parler d'une thématique qu'ils connaissent, mais à l'avoir un peu plus d'un point de vue historique. Et sinon, c'est ça. Je fais de la variété, des discussions et vraiment, mon but là, sur la plateforme, c'est de vulgariser l'histoire parce que je suis un fan de techno, un fan de numérique. Je pense que les deux peuvent bien se mélanger ensemble et c'est un peu l'exercice que j'essaie de prouver depuis 4 ans finalement sur ma chaîne. Là, maintenant, vous allez sûrement vous demander, OK, le gars, c'est un historien, le gars, il est dans la documentation, le gars, il fait de l'archivistique. Qu'est-ce qu'il fait là, au juste, à venir nous parler? Qu'est-ce qu'il fait là, au juste, là, finalement, avec un nom comme ça, avec des flammes, avec une espèce de background, là, avec de la lave et tout ça? Pourquoi il s'appelle L-Frank? D'où c'est que ça part, tout ça? Donc, l'origine de mon pseudonyme, j'en ai parlé souvent pour ceux et celles qui suivaient ma chaîne, donc ça va être un peu réchauffé pour vous. Mais pour ceux et celles qui sont là en ce moment au ShawiCon et qui ne me connaissaient pas encore avant aujourd'hui, ben en fait, il y a une raison pour laquelle je m'appelle L-Frank plus précisément. J'aurais pu m'appeler n'importe quoi, genre chaîne d'histoire ou vive l'histoire, ou en tout cas n'importe quoi. J'aurais pu me donner un nom vraiment plus, je sais pas moi, la continuité de l'histoire, ou en tout cas, bref, name it, j'aurais pu vraiment me donner plein d'autres noms qui auraient eu un plus un lien avec mon contenu. L-Frank, parler d'histoire, j'avoue que ça fait pas trop. Ben, comme je l'ai dit tantôt, je suis un gamer. Hein. Je suis un gamer, puis qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le gaming? On se donne des gamer tags, on se donne des pseudonymes. Puis évidemment, moi, j'ai passé par là. Hein. J'ai eu plein de pseudonymes différents. J'ai eu plein de noms, là, finalement, que je me suis donné à travers le temps. Et à un moment donné, quand j'avais 17 ans, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash parce que je voulais commencer à jouer à Xbox Live sur la Xbox 360 à l'époque. Puis là, il y avait un de mes 2 grands frères. Moi, je suis le cadet de 3 enfants. Puis mes frères ont à peu près 10-12 ans de plus que moi, donc il y a quand même un pas pire écart entre nous 3. Et finalement, un de mes 2 grands frères, justement, depuis que je suis tout petit, il m'appelle L-Frank. Mon prénom, c'est François dans la vie. Mon vrai nom, c'est François. Fait que là, le diminutif, c'est Frank, bien souvent. François ou Francis, généralement, on se fait appeler Frank. Fait que là, mon frère m'appelait toujours L-Frank et encore aujourd'hui, il m'appelle comme ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, hey, je vais mettre L-Frank. Fait que là, imaginez, j'ai mis E-L, Frank. Je trouvais que ça sonnait, je sais pas, j'aimais pas le look que ça donnait. Je me suis dit, ouais, il me semble qu'il manque quelque chose. Puis là, du haut de mes 17 ans très matures à l'époque, je me suis dit, hell, Frank, ça va faire plus cool. Fait que voilà, je suis resté avec ça, puis encore à 31 ans, c'est quelque chose qui me suit, dont je me suis pas débarrassé. Probable que, mec, que j'aille 60 ans, ça va probablement encore rester mon nom. Fait que voilà. C'est pas une question d'âge, comme on dit, hein, c'est une question d'esprit puis de ce qu'on a dans la tête. Fait que voilà, c'est là d'où l'origine de mon nom. Puis avec le temps, quand j'ai commencé à streamer, pour ceux et celles qui ont passé à travers ce processus-là, vous le savez, hein, au début, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on construit notre concept un peu de fil en aiguille. Puis c'est ça, finalement, j'en suis venu à bâtir une chaîne, une communauté que j'appelle les Diablotins historiques. On est comme dans un royaume, le 10e niveau des enfers que j'ai façonné. Puis là, c'est un gros château, un gros royaume médiéval dans lequel j'amène mes followers, mes abonnés, qui sont comme un peu mon armée que je dirige un peu. Fait que j'ai comme donné ce fluff-là autour de ma chaîne, puis c'est devenu comme le royaume des Diablotins historiques, avec plein d'émotes de petits diables, des flammes en background et tout ça. Fait que ça a déterminé un peu l'esthétique de ma chaîne de manière assez, de manière assez improvisée, je vous dirais. Fait que de là vient l'origine de mon pseudo. J'ai vu quelques commentaires intéressants dans le chat, notamment il y avait un commentaire de Kawaii que je trouvais bien intéressant. Laissez-moi juste en remonter un petit peu. Dans le pire des cas, en passant, parce que évidemment le chat il bouge beaucoup, là, surtout sur des gros événements comme ça.
Si jamais je manque de vos questions, n'hésitez pas à la fin, là, il va y avoir une période de questions qui va être prévue. Et j'ai l'œil direct sur le chat sur un de mes 3 écrans, fait que n'hésitez pas à me poser vos questions, ça me fait plaisir d'y répondre évidemment là, si jamais je manque des commentaires que vous vouliez vraiment que je lise ou des questions auxquelles vous vouliez que je réponde. Alors voilà. Maintenant, si on passe un peu plus sur les idées reçues sur l'histoire. Vous avez... Ah oui, OK, l'histoire reste une source importante, voire indispensable pour la composition des scénarios des jeux vidéo. Exactement. Exactement. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a une grosse production de jeux vidéo, justement, là, à thématique historique. Parce que imaginez le monde d'inspiration et de péripéties que ça peut donner aux développeurs. C'est quelque chose de vraiment intéressant, je pense. Donc, c'est probablement pour ça que depuis, justement, Age of Empires, depuis ce temps-là, dans les années 90, il y a pas mal de jeux quand même qui se sont faits sur l'histoire, notamment la fameuse franchise Assassin's Creed. Je fais un disclaimer, un petit avertissement, mais je pense que c'est un avertissement que vous allez bien aimer. Je suis un méga fan de memes d'Internet. Les mémés ou les memes, comme on les appelle. J'adore ça, j'en consomme à tous les jours. J'ai même un canal sur mon Discord qui s'appelle Le Royaume des Memes. Puis là, ben, les gens, ma communauté, justement, me dépose plein de memes. Un de mes modérateurs, même, c'est son surnom, le Seigneur des memes. Donc voilà, il me poste tout le temps plein de petits memes Internet comme ça. Puis ça tombe bien, il y en a plein sur l'histoire. Fait que vous allez voir pas mal de memes au travers de ma présentation. Alors là, parlons maintenant des idées reçues sur ce qu'est l'histoire. La première question que j'ai pour vous dans le chat, et là, je vais vraiment être attentif et je vais vous demander votre participation pour ceux et celles qui voudraient participer. C'est quoi, selon vous, les stéréotypes qu'on entend sur l'histoire? Parce que je suis pas mal sûr que parmi vous tous, il y a des gens que vous avez vus dans votre entourage, soit des gens que vous avez entendu parler, soit des gens que vous avez dans votre entourage ou peut-être même des membres de votre famille, des proches à vous, qui ont décidé, qui sont des passionnés d'histoire et qui ont décidé d'aller là-dedans. Puis là, probablement que soit vous-même, soit des gens de votre entourage leur ont donné plein d'idées reçues et de stéréotypes et d'idées préconçues lorsque vous entendez parler de l'histoire. Fait que selon vous, c'est quoi les principales idées reçues sur l'histoire? Et justement, pour agrémenter cette question-là, j'ai sorti le meme de l'historien où ça dit, bon, un historien, qu'est-ce que mes amis pensent que je fais? On voit un gars qui tape à l'ordinateur puis qui a de la bien banale comme ça à taper sur son ordi. Et là, après ça, qu'est-ce que ma mère pense que je fais? Et là, on voit un gars qui est à son bureau, mais le gars, là, il a l'air d'un espèce d'éminent professeur avec une bibliothèque avec des milliers de livres, quelqu'un de prestigieux là, qui est en train de révolutionner la science. Après ça, qu'est-ce que la société pense que je fais? Là, on voit un gars qui est habillé en soldat britannique du 18e siècle avec son fusil à pierre, qui est en train de viser quelqu'un par terre. Après ça, qu'est-ce que l'université pense que je fais? Là, on voit tout simplement un professeur qui donne un cours magistral à ses étudiants. Qu'est-ce que je pense que je fais? Fait que là, après ça, on voit un archiviste avec des livres anciens qui dévoile les connaissances au public ultra méga curieux. Et qu'est-ce que je fais en réalité? Là, j'aime vraiment cette image-là parce qu'on voit un gars qui est entouré de papiers désordonnés, qui fait juste se perdre la tête à travers plein d'informations puis qui essaye de rédiger quelque chose qui fait à peu près du sens devant son ordi. Ça, je vous dirais, si je peux décortiquer l'image, là, ce gars-là, c'est ce qu'il fait pendant nos études. C'est souvent quelque chose qui nous arrive. On est là à se perdre à travers les livres, à travers le flot d'informations qu'on a, surtout avec Internet aujourd'hui, on s'entend, c'est quand même assez facile. Après ça, le What I Think I Do, ça, c'est vraiment plus comme la job de l'archiviste historique que je vous expliquais tantôt. Après ça, ben ça, le prof d'université, je pense que c'est une image quand même assez classique. Qu'est-ce que la société pense que je fais? Ben non, on voit quelqu'un que c'est pas beaucoup d'historiens qui vont en faire, mais ça va être peut-être un mouvement un peu plus populaire en Europe, d'historiens qui se mettent à vraiment recréer l'histoire de manière vivante, avec de la reconstitution historique. Moi-même, j'en fais d'ailleurs. Si vous voulez me poser des questions là-dessus plus tard, ça me fera plaisir d'y répondre. Puis là, après ça, on voit justement un éminent chercheur là, qui cherche dans une grande bibliothèque prestigieuse. Ça aussi, évidemment, c'est une réalité. Et le recherchiste qui est en train simplement de chercher sur son ordi, ben ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi. Fait que je vous dirais, le meme de l'historien ici, je l'aime bien parce que ça fait la joke de qu'est-ce que mes amis, ma mère, nanana, qu'est-ce qu'ils pensent que je fais. Ben, je vous dirais que c'est un peu tout ça en même temps, un historien. C'est pour ça que j'aime vraiment ce meme-là, parce qu'un historien, peu importe ce qu'il va faire, peu importe c'est quoi ses intérêts, il va d'une manière ou d'une autre se ramasser là-dedans. Quelque part dans ces cases-là ou avec toutes ces cases-là en même temps. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis là, je vais prendre vos commentaires justement suite à ma question. Laurent Turcot qui a aidé Ubisoft avec Assassin's Creed. Oui, effectivement, Laurent Turcot qui a une très belle chaîne YouTube qui s'appelle L'Histoire nous le dira d'ailleurs, qui est vraiment, vraiment intéressante. Franchement, je vous la recommande. Si vous voulez consommer du contenu sur YouTube, est vraiment bien fait, bien vulgarisé, bien structuré. L'Histoire nous le dira par Laurent Turcot. Très, très bonne chaîne. Puis c'est un de nos rares producteurs québécois, justement. En ce moment même, je vous dirais qu'en histoire, des historiens formés à l'université qui font de la création de contenu sur Internet, il y en a deux. C'est moi et Laurent Turcot.
Fait que vraiment, je ne peux que vous recommander Laurent Turcot si vous l'encouragez, un autre créateur de contenu québécois qui fait de l'histoire. Franchement, ça vaut la peine. Donc, notice d'autorité, on aura un peu trop de pseudonymes alors pour les catalogueurs comme moi. Ouais. Ah, répertorier tous les pseudonymes de l'Internet, ça, c'est le cas de le dire, c'est une vraie job de moine. Library of Congress, c'est une branche pour les memes, ça m'étonne pas non plus. C'est plate, ça sert à rien, ce qu'on me dit souvent, ouais. Les memes, c'est pas drôle parfois. Ça dépend lesquels. C'est juste des dates, ouais. Donc là, on a quelques réponses qui popent dans le chat. Là. Meliva qui nous dit c'est plate, ça sert à rien, ce qu'on me dit souvent. C'est juste des dates. Que les Vikings, c'est des barbares, ça vraiment par rapport à une période précise. Effectivement, on entend ça souvent. L'histoire, c'est que des grandes inventions. Ça, effectivement, on l'entend un peu moins souvent, mais ça peut arriver à l'occasion. Il y a un peu de vrai dans chaque image, voilà, comme disait Daforja. C'est une personne qui ne fait que lire et débattre, oui, aussi. Bivachou qui dit « Je suis enseignant au secondaire en histoire. Souvent, je dis « Ouais, fait que c'est ça. En réalité, les historiens sont beaucoup plus nuancés. Mais pour vous, pour que vous puissiez facilement comprendre, je décris cela à gros traits. Par exemple, les concepts de grande noirceur et de révolution tranquille. » Ouais, là, on est dans une autre dynamique de pédagogie au secondaire où il faut enseigner à des jeunes, en fait, qui n'ont jamais eu aucun référent avant d'avoir ton cours, qui partent vraiment de zéro, ou que tu leur expliques des grands concepts. Ça, c'est les défis, je dirais, du système d'éducation actuel. Fait que là, on est vraiment dans une toute autre dynamique, effectivement. Donc là, on va faire un peu le tour de quelques idées reçues en histoire. Vous l'avez sorti un peu dans le chat. Celle qu'on entend vraiment souvent et celle que j'entends très souvent sur ma chaîne et sur celle de d'autres streamers que je fréquente, c'est l'histoire, c'est juste du par cœur. Hein? L'histoire, au fond, là, c'est vraiment juste que d'apprendre des dates, de se donner un mal de crâne pas possible, comme le met l'image ici, à retenir des dates, à retenir des événements. 1760, conquête de Québec. 1608, fondation de Québec. Nanana, puis ainsi de suite. 1867, fondation du Canada. Bon. C'est intéressant, sauf que le problème, c'est que les encyclopédies peuvent faire le travail pour vous. Et maintenant, hey, écoutez, je vous dirais, avec Google, puis avec toutes les encyclopédies en ligne qu'on a maintenant, on a tellement facilement accès à l'information, là, c'est incroyable. Autant les musées que les grandes encyclopédies comme l'Encyclopédia Universalis ou l'Encyclopédie Britannica, puis même le dictionnaire Robert, le dictionnaire Larousse, si vous voulez des définitions plus factuelles, un peu plus reliées aux mots. Ben, il y a tellement d'outils maintenant et d'encyclopédies historiques qui peuvent nous permettre d'avoir les dates à portée de main que je vous dirais qu'honnêtement, c'est pas tant nécessaire de retenir les dates. Parce que l'histoire, en réalité, non, ce n'est pas juste du par cœur. En réalité, même si vous savez que la conquête de Québec a eu lieu en 1760, si vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi elle a eu lieu, et pourquoi en 1760, et pourquoi ça impliquait les Français et les Anglais, pourquoi Québec en particulier, si vous n'êtes pas capable de savoir le pourquoi, ça vous donne rien de savoir la date par cœur. Parce que au fond, vous allez juste faire la même job qu'une encyclopédie écrite qui vous donne exactement le même sujet. Donc, l'histoire, au contraire, c'est pas que du par cœur, c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est de comprendre pourquoi la conquête de Québec est arrivée en 1760. Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Et pourquoi ça a été, mettons, tel ou tel acteur, puis pas d'autre, puis bref, répondre un peu au pourquoi de tout ça. Ça, c'en est un que j'ai entendu moi-même. Pour être bien honnête avec vous, là, quand il y a une dizaine d'années de ça, au début de ma vingtaine, j'ai décidé, hey, je m'en vais en histoire. Il y a quelques personnes dans mon entourage, j'en ai eu très peu, heureusement, j'ai été quand même chanceux. Là, puis dans ma famille, j'en ai pas eu. Il aurait été bien mal avisé parce que mon père est un universitaire ingénieur forestier, puis ma mère est historienne de formation. Fait que s'il m'était arrivé en me disant, François, l'histoire, ça sert à rien, tu vas rien faire avec ça, j'aurais regardé, hey. J'aurais dit non. T'es mal placé pour me parler, disons. Fait que ça, c'en est souvent un que j'entends. Puis heureusement, sur Twitch, je l'entends pas. Je l'ai jamais entendu, du moins, il me semble pas. C'est l'histoire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors, ça sert à quoi? Tu vas aller étudier là-dedans, puis après, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis là, ben, j'ai sorti un meme que je trouve vraiment très drôle. C'est un meme que vous avez vu peut-être passer, là, notamment quand on parle du stéréotype des social justice warriors, comme ils disent en anglais. Des gens qui se plaignent pour tout, puis vraiment qui amplifient énormément leurs propos. Là, on en voit une justement qui dit elle se plaint qu'elle n'a pas de travail après avoir eu son diplôme, mais elle a des études universitaires dans la poésie anglaise du 12e siècle. De quoi de vraiment genre super spécifique. Ça, c'est vraiment c'est une image exagérée pour vraiment montrer un peu le propos. C'est un peu ce que les gens s'imaginent lorsqu'ils vont entendre que quelqu'un étudie en histoire. Ils vont lui dire ben là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Y a-tu vraiment des jobs là-dedans? Y a-tu vraiment des débouchés? Ben, sachez que quand on étudie en histoire, nos cours, surtout au baccalauréat, la licence, si jamais il y a des Européens qui nous écoutent, l'équivalent, c'est la licence. Ben, quand on étudie au baccalauréat, c'est vraiment
c'est une formation préparatoire qui nous en apprend vraiment beaucoup sur l'histoire de manière générale. Et qui va nous permettre d'avoir vraiment des bonnes connaissances de base sur à peu près toutes les périodes. Puis quand vous venez sur mes lives, pour rien vous cacher, la majorité des connaissances que je vous donne, c'est ce que j'ai appris dans mes cours au baccalauréat ou ce que j'ai fait moi-même comme apprentissage autodidacte. Quand je ne connais pas quelque chose, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout connaître, ben, je vais aller le chercher ailleurs, soit sur des bonnes sources, parce que oui, il faut savoir vérifier ses sources, sur Internet ou ailleurs. Ou ben, sinon, je vous reviens plus tard, j'essaie de vous trouver la réponse. Des fois, ça m'arrive de faire ça aussi. Mais c'est ça nous apprend des connaissances historiques, mais pas que. L'histoire, en réalité, ça nous apprend à devenir des chercheurs, des analystes, ça nous apprend à devenir des communicateurs, ça nous apprend à devenir même des gestionnaires de projets. Pourquoi? Parce que, sans dire qu'on va être des experts dans tout ça, ça va nous donner des habilités qui vont nous aider à faire ça. Parce que, justement, dans nos travaux, puis dans notre étude, puis parfois dans nos stages, lorsqu'on en a, parce que oui, ça peut arriver aussi, ben, on va nous amener vraiment à analyser des problématiques. Parce que l'histoire, c'est ça. On prend un sujet du passé, on se pose une question dessus. Pourquoi tel événement est arrivé? Par exemple, pourquoi la conquête de Québec est arrivée en 1760? Puis là, après ça, on va se dire comment je vais faire pour répondre à ma question. Là, après ça, on va essayer un peu de prendre nos différentes sources, puis on va essayer d'interpréter ça. Et après ça, soit par écrit ou par oral, on va essayer vraiment de communiquer nos résultats pour dire, ben moi, je pense que c'est arrivé à cause de ça, il y a telle source qui me le prouve, mais en même temps, tel autre contredit tel propos, puis bref, ça va comme être une espèce d'étude et d'analyse. Fait que là, ça va faire de nous des bons analystes, des gens qui ont un bon esprit critique, qui vont être capables de poser des questions, de douter de l'information, d'aller creuser plus loin. Puis ça va faire quelqu'un de nous qui rédige bien, qui communique bien, quelqu'un qui va être capable de compiler des statistiques, quelqu'un qui va être capable de problématiser quelque chose. Il va avoir un problème, il va se dire comment je peux faire pour le résoudre? C'est quoi mon approche? Puis par quel côté il faut que j'aborde ça? Tous les skills que je viens de vous énumérer là, je suis pas mal sûr que vous êtes capable de me nommer au moins un domaine minimum dans lequel ces compétences-là sont requises. C'est juste qu'on a encore l'idée reçue que tu es un historien, tu es juste une Bible à recracher des faits historiques et des dates. Mais en réalité, on est pas mal plus que ça. Puis si on mettait beaucoup plus de l'avant les compétences qu'on apprend dans nos études en histoire, ben, je suis pas mal sûr qu'il y a bien des entreprises qui se diraient « Hey, quelqu'un qui a une formation en histoire, là, ça pourrait peut-être me servir, mettons, dans mes analyses d'affaires ou des emplois comme ça. » Fait que moi, souvent, dans mes études universitaires, j'ai vraiment vu des gens se placer dans plein de domaines. Des gens qui sont allés dans de la gestion de commerce, des gens qui sont allés en communication, en journalisme. J'ai vu des gens qui se sont placés vraiment dans plein de milieux différents, en archivistique, comme moi je l'ai fait. Puis, vraiment, il y a plein de possibilités parce qu'on apprend des compétences qui nous apprennent à nous placer à différents endroits. Ça, complémentaire à ça, t'es en histoire. Fait que c'est pour être prof, dans le fond. Et là, ben, j'ai mis un meme qui dit « History major, make your own job ». Ça, ben, ça revient un peu à ce que je disais. Hein, c'est que pour vraiment, je pense, avoir un avenir en histoire, il faut aller là-dedans en se demandant « OK, j'aime l'histoire, ça me tente d'aller là-dedans, mais qu'est-ce que je veux retirer de ça? Qu'est-ce que je veux faire après? » Parce que c'est bien beau d'étudier l'histoire par passion, mais qu'est-ce que je veux que ça m'apporte? Qu'est-ce que je veux que ça amène à ma vie? Évidemment, il faut se poser ces questions-là. On vit dans un monde où on doit tous payer des factures, on doit tous économiser pour notre retraite, où on doit, si on a des enfants, justement, subvenir à leurs besoins et tout ça. Fait qu'il faut penser à notre rentabilité financière. Puis de la rentabilité financière, comme je viens de vous le montrer, ben, il peut en avoir. Il peut en avoir en histoire. Et non, un historien, ce n'est pas fait que pour être un professeur. C'est sûr que c'est la première profession qui nous vient à l'esprit parce que quelle meilleure manière de transmettre l'histoire que par l'enseignement, hein? Mais par contre, comme je vous l'ai montré, il y a vraiment d'autres possibilités d'emploi pour ça. Fait qu'au final, ça, c'est pas mal les principales idées reçues, là, les principaux stéréotypes. Chaque profession, chaque domaine en a, hein, des stéréotypes. Mais au final, c'est tous des stéréotypes qu'on peut vraiment défaire, qu'on peut déconstruire, puis avec lesquels on peut vraiment se rapprocher un peu plus de la vérité. Puis au final, avec tout ça, qu'est-ce que c'est l'histoire? Ben moi, ici, je vous propose une définition parce qu'évidemment, comme dans n'importe quelle science humaine, on aime ça s'obstiner, puis on aime ça pas être d'accord sur les mêmes définitions. Mais moi, ici, je vous ai mis une image et une définition que je pense reflète bien ma pensée. L'histoire est une enquête. À l'image d'un détective de police qui enquête sur un crime, l'historien étudie les traces écrites, matérielles et orales du passé dans le but d'expliquer le monde qui nous entoure et de le communiquer. Et moi, ne travaillant pas en histoire, hein, n'ayant pas eu la chance jusqu'à maintenant d'aller travailler dans le domaine de la culture, parce que c'est vrai quand même que, bon, statistiquement parlant, c'est sûr que des emplois vraiment purement en culture et en histoire, il y en a moins que, par exemple, en informatique. Fait qu'ayant pas eu la chance vraiment d'aller travailler là-dedans, j'ai fait un peu ma propre job, entre guillemets.
quand j'ai découvert Twitch il y a 4 ans, puis quand j'ai découvert le jeu Kingdom Come Deliverance, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient ça dans le chat, c'est là que j'ai vraiment eu un déclic, puis que je me suis dit, il y a de la place pour la vulgarisation historique sur Twitch, parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup sur YouTube, il y en a beaucoup sur plein de plateformes, des blogs, etc. Et là, quand je regardais sur Twitch, j'en voyais pas de gens qui faisaient de la vulgarisation. Puis moi, ayant fait de la radio communautaire et étudiante pendant à peu près 4 ans, je m'étais déjà initié un peu à parler au micro. Avant ça, j'avais fait beaucoup de théâtre et d'animation. Puis finalement, c'est ça. C'est là que j'en suis venu à me dire, écoute, il y a de la place là-dessus. Fait que je me suis dit, écoute, ma méthode de communication à moi, ça va être l'Internet, ça va être Twitch, ça va être la communauté dont je faisais déjà partie avant, celle des gamers. Puis je vais juste comme faire le pont entre les deux. L'histoire, les historiens et les jeux vidéo et les gamers. Voilà. De là est né finalement mon projet. Et le tableau que j'ai mis à droite ici, c'est La liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix, qui a été fait à Paris en 1830. Tableau très populaire pour parler de la Révolution française où on a mis à terre la monarchie en France. Et à coups de guillotine contre des bourgeois qui encourageaient la royauté ou des membres de la famille royale, dont le roi lui-même. On les a guillotinés, à coups de lame, à coups de guillotine, et on a fini par faire un autre régime politique qui a donné la France actuelle. Là, on voit la liberté. Donc, c'était un peu une façon pour Delacroix de personnifier la liberté qui guidait le peuple. Selon moi, l'histoire, c'est un peu une espèce de domaine qui peut être à la fois artistique ou historique, dépendamment ou scientifique, dépendamment comment on le présente, puis qui peut nous aider à nous guider à travers l'avenir avec un regard sur le passé. C'est ça pour moi ce qu'est l'histoire. Je vais voir s'il n'y a pas des commentaires sur lesquels je pourrais rebondir. Le savoir est un atout privilégié dans plusieurs emplois. Oui, effectivement. Désolé, groupe, je pensais que le sujet était l'histoire et les jeux vidéo. Frodoun, je t'invite à rester des nôtres parce que je vais évidemment faire un lien avec les jeux vidéo. C'est juste que ça demande de la patience un peu, parce que les historiens, on a une méchante habitude qui est bonne et mauvaise à la fois. On aime bien ça, appliquer le principe de l'entonnoir puis partir du général au particulier. Fait que faites-en pas, je vais finir par en parler de gaming. Je t'invite à rester des nôtres. Y a-t-il d'autres commentaires que j'aurais loupés? Quel est le lien avec les jeux vidéo et les anachronismes? Ça, je vais en parler tantôt. Parfait. OK. Donc là, je lis en diagonale. C'est bon. Puis comme je dis, si jamais je manque des commentaires importants ou que je manque des questions, des fois, ça peut aller vite. Puis malheureusement, je suis quand même limité dans le temps. Puis on est bien bon pour dépasser notre temps, nous autres, les historiens. Fait que là, je vais essayer de clencher ça puis de laisser du temps pour une période de questions à la fin. Fait que gardez vos questions. Puis postez-les, là, je pense, pour la période de questions. Mais n'hésitez pas quand même à faire des commentaires puis à réagir. Fait que là, c'est bien beau tout ça, mais au final, qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire? Des façons de vous amuser avec l'histoire, il y en a plein. Parce que là, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est vraiment mon parcours, qu'est-ce que c'est l'histoire, à quoi ça sert réellement, c'est quoi sa définition. Puis là, la majorité d'entre vous qui n'étudiez pas en histoire ou que probablement que vos derniers cours remontent justement à l'école secondaire, vous vous dites, OK, c'est bien beau, mais comment je me sers de ça dans mon quotidien? Comment je peux connecter avec l'histoire? Puis, justement, quand je parlais de ma chaîne Twitch puis des chaînes YouTube, c'est là où je voulais en venir. C'est que des façons de vous amuser avec l'histoire, il y en a plein. L'histoire, c'est pas juste quelque chose qui est accessible dans une tour d'ivoire intellectuelle, dans des livres qui sont écrits dans un langage très, très complexe, puis qui sont pas accessibles. Absolument pas. Maintenant, je vous dirais que les nombreux médiums auxquels on a accès aujourd'hui en 2022 nous amènent vraiment à pouvoir mieux se connecter avec l'histoire. Moi, je le fais via Twitch. Il y a plein d'autres créateurs qui le font via YouTube. Puis même avant l'avènement de l'Internet, on avait les films, on avait les livres, on avait les jeux vidéo. Puis bien sûr, on avait et on aura toujours les musées et les sites historiques, ainsi que les employés, les équipes qui sont derrière ces musées et ces sites historiques-là qui nous en apprennent énormément. Et là, j'ai mis un meme d'une émission que j'affectionne pas vraiment, mais que je la mets toujours un peu pour la blague. Ça, c'est l'animateur de nos ancêtres, les extraterrestres. Parce que des fois, il y a des gens un peu flyés en histoire aussi qui pensent que les théories du complot et les aliens dans des soucoupes volantes ont un lien avec la création de l'humanité. Fait que là, il y en a qui ont dit « Hey, ça va faire une bonne émission, ça va augmenter nos codes d'écoute sur Historia. » Fait que là, voilà, de là est né nos ancêtres, les extraterrestres. Je vous la conseille vraiment pas, honnêtement. Là, si vous voulez rire puis vraiment vous amuser puis écouter une parodie, c'est une très bonne émission. Mais par contre, si vous voulez avoir de quoi de sérieux, allez pas là, ça vaut pas la peine. Et là, ça, c'est un meme que j'ai créé. J'ai dit, les aliens m'ont dit que l'histoire, c'est le fun. Puis là, c'est une des rares fois où je vais être d'accord avec lui. C'est vrai que l'histoire, c'est le fun. Fait que là, je vais vous lancer une première question. J'essaierai de rattraper là, le plus de commentaires que je peux dans le chat. Quels sont vos produits préférés dans tout ce que j'ai nommé précédemment? Soit les films, soit les livres, soit les jeux vidéo,
ou est-ce que vous avez un musée ou un site historique coup de cœur? J'aimerais ça vous lire là-dessus dans le chat puis voir un peu vos réponses. Puis pendant que vous me les donnez, moi, je vais aligner chacune des catégories puis je vais vous donner mes propres coups de cœur. Alors, au niveau des films, on s'entend, je suis quand même quelqu'un qui aime énormément les films, qui aime énormément les séries puis les produits vidéoludiques en général. Et dans les films, il y en a vraiment plusieurs qui m'ont marqué, mais il y en a un en particulier qui est vraiment venu me chercher. Je pense que probablement plusieurs d'entre vous le connaissez, ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, je vous conseille vraiment de le voir. Et nommez-moi pas juste ces catégories, mais nommez-moi vraiment des exemples. Comme Kefka qui me dit les jeux vidéo, quel jeu vidéo? Tony Rod, quel film? Plus précisément, Meliva, même chose. Nommez-moi pas juste ces catégories, mais donnez-moi des exemples, vraiment. C'est vraiment les exemples précis que je veux savoir un peu plus. Là, on a la liste de Schindler. La liste de Schindler, ça raconte rapidement l'histoire de Oskar Schindler. C'est un film très long quand même, d'à peu près 4 heures. Et c'est un film qui raconte, dans le fond, Oskar Schindler, c'était un entrepreneur allemand à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, époque où on a fait une énorme ségrégation et génocide envers les Juifs, notamment. Pas que, là, mais c'était la principale communauté visée. Et là, Oskar Schindler, évidemment, n'approuvait pas du tout l'antisémitisme et le racisme qui sévissait auprès de sa nation à l'époque. Et lui, heureusement, il était favorisé pour l'époque. C'était quelqu'un qui avait bien de l'argent. C'était quelqu'un qui avait des entreprises, des usines, qui avait des employés qui étaient sous lui, qui étaient engagés par lui. Et là, sous le couvert de transformer ces usines en usines de munitions pour l'effort de guerre, il a employé énormément de Juifs et il a fait croire au gouvernement du Troisième Reich qu'il maltraitait les employés, qu'il les maltraitait, qu'il les battait, qu'il les payait pas bien, qu'il les affamait et tout ça. Alors qu'en réalité, c'était bien le contraire. Il leur donnait des bons emplois décents puis bien payés. Et justement, ça faisait en sorte qu'il disait, écoute, c'est des Juifs, mais ils travaillent pour moi, ils travaillent pour l'effort de guerre. Fait qu'on s'en sert comme main-d'œuvre puis on les maltraite. Fait que vous pouvez pas les envoyer dans les camps de concentration. Et là, comme de fait, le gouvernement allemand a comme fermé les yeux là-dessus. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il faisait ça simplement pour éviter la peine de mort aux Juifs. C'est un acte complètement héroïque qu'il a fait et c'est quelque chose que les Juifs se rappellent encore très, très bien aujourd'hui. À chaque année, il y a des commémorations sur sa tombe et on y dépose des fleurs pour le remercier de toutes les vies qu'il a sauvées. Et il a sauvé, je pense, à peu près quelque chose comme 2,5 millions de Juifs. Vous me confirmerez là, si c'est bel et bien exact. Non, peut-être pas autant que ça. Quelques centaines de mille, en tout cas. Je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais il en a sauvé énormément. Plusieurs milliers, à tout le moins, ça, c'est sûr. Puis, pour toutes les vies qu'il a sauvées, on a fait un film, justement, pour valoriser un peu cet acte-là puis sensibiliser les gens un peu avec l'antisémitisme et le racisme. Étant au Shawicon Show, et surtout ayant su récemment que Nino travaillait pour Brian Perrault, j'avais pas le choix de faire la référence à un des livres qui m'a fait triper sur les œuvres de Brian Perrault et un livre qui m'a fait énormément triper quand j'étais adolescent et qui m'a aidé à me connecter un peu plus avec l'histoire et la mythologie, la fameuse série Amos d'Aragon. Et Amos d'Aragon, je dois vraiment remercier Brian Perrault là, pour la magnifique œuvre qu'il a fait. Le premier livre, Amos d'Aragon et les porteurs de masques, était sorti, moi j'avais 14 ans, c'était en 2004, quelque chose comme ça. Et j'ai lu ça, ma mère me l'avait acheté quand j'étais adolescent et j'ai dévoré ce livre-là en une fin de semaine. Puis après ça, je me suis tout tapé ces livres, j'avais hâte qu'ils sortaient à chaque fois, puis dès qu'il en sortait un nouveau, clac, je le lisais. Puis les livres d'Amos d'Aragon, pour vrai, là, c'est un roman jeunesse, mais je pense que même les adultes peuvent l'apprécier. C'est vraiment un heureux mélange entre la mythologie, autant les sirènes, les gorgones, les gargouilles, le trident relié au dieu Poséidon, les hommes qui peuvent se transformer en ours, comme le copain, là, justement, dont j'ai oublié le nom de Amos d'Aragon, ou finalement, justement, les hommes ours ou les hommes loups, peu importe, il y en avait aussi dans la mythologie viking. Fait que bref, c'est un heureux mélange vraiment là, de plein de mythologies et d'histoires différentes, mais mis en histoire romancée qui est vraiment, vraiment excellente. Ça, les amis, je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous connaissez Hyrule Warriors, c'est exactement la même compagnie qui a fait ce jeu-là, c'est Dynasty Warriors. Dynasty Warriors 3, qui est finalement, là, c'est ça, qui est un jeu vidéo vraiment excellent, qui parle de la romance des Trois Royaumes, une période dans l'Antiquité chinoise, à partir de laquelle il y a eu un roman qui est sorti et avec lequel on a fait une série de jeux vidéo beat 'em all avec des grosses batailles d'armées. Ce jeu-là, Dynasty Warriors 3, PlayStation 2, c'est pas pour rien que je l'ai sorti, c'est parce que l'origine de ce que je fais en ce moment sur Twitch comme historien gamer, c'est de là qu'à part. Mon frère m'a fait jouer à ça quand j'avais 11 ans et j'ai capoté ma vie de savoir que dans ce jeu-là où j'incarnais des guerriers complètement épiques, des guerriers et des guerrières complètement épiques qui battaient des dizaines de soldats, finalement, c'était basé sur des vrais événements, des vraies personnes. Fait que là, ça m'a comme vraiment étonné à l'époque, ça m'a vraiment fasciné. Puis cette fascination-là que j'ai eue grâce à ce jeu vidéo-là, ça a été un peu une de mes motivations à m'intéresser à l'histoire.
C'est pour dire à quel point c'est fort, hein? L'effet que le jeu, la ludification, un film, un jeu vidéo, lorsque c'est basé sur une bonne histoire cohérente et bien recherchée, c'est fou l'effet que ça peut nous faire. Dans les musées, les sites historiques aussi, moi, j'aime beaucoup la Maison de la Montagne. Le site historique de la Maison de la Montagne, si vous ne connaissez pas ça, je prêche un peu pour ma paroisse ici. C'est une maison qui est visitable pendant l'été à partir de la Saint-Jean-Baptiste à Rimouski. C'est un site historique, c'est une des 3 seules maisons en colombage pierroté. Vous voyez le style d'architecture à gauche? C'est un style d'architecture qui mélange le bois, la pierre et la glaise avec du crépi. C'est une maison qui est faite, grosso modo, là, moitié en bois, moitié en pierre. C'est un style normand. Donc, ils viennent de la Normandie en France, qu'on a comme délaissé parce qu'ils n'étaient pas adaptés à l'hiver. Et à cause de ça, il reste seulement 3 seuls exemplaires de ces maisons-là dans tout le Québec. Même au Canada, je vous dirais qu'il en reste un peu moins d'une dizaine. Et on a la chance d'en avoir une comme ça à Rimouski. Elle date de 1744 et elle appartenait à la fille du premier seigneur de Rimouski. C'est une très, très belle maison. L'équipe de guides qui sont là sont vraiment super, puis c'est vraiment des belles informations. Et ça a été mon premier emploi en histoire. Moi-même, j'ai été guide-interprète là-bas. Donc, vraiment un très, très beau site historique à voir. Et ça, d'aller travailler là, ça m'a aidé vraiment, moi, à me sensibiliser sur l'histoire de ma ville, Rimouski, et sur l'histoire de ma région, le Bas-Saint-Laurent. Puis depuis ce temps-là, honnêtement, ça m'a aidé à tomber en amour avec ma ville et ma région, vraiment. Fait que si vous n'aimez pas votre ville, si vous n'aimez pas votre région d'où vous êtes originaire, intéressez-vous à son histoire. Je vous garantis que ça va changer votre perspective. Bon, je vais rattraper un petit peu vos commentaires. Ça ne sera pas bien long. Braveheart. Braveheart est un excellent film, mais le problème avec Braveheart, c'est qu'il est très romancé. C'est absolument pas ce qu'était William Wallace à l'époque. Nota Bene a fait une vidéo là-dessus, là, vous irez voir ça, ça vaut la peine. Les livres tels que les derniers, Schindler's List, Dunkirk, Hacksaw Ridge, Assassin's Creed, évidemment. Diablo Baldur's Gate, c'est pas historique, mais effectivement, il y a quand même une base historique là, dans tout ce qui est fantastique. Les Gangs de New York, excellent film, effectivement. Ah ben, vous avez toutes vraiment des belles réponses. Il y en a auxquelles je m'attendais, il y en a d'autres à laquelle je m'attendais moins un peu. C'est pas pire, c'est pas pire. J'ai déjà vu cette maison à Rimouski, me semble. Ok, oui, Kefka, vu que tu viens de là, c'est sûr et certain que tu l'as déjà vu. Par contre, une petite mise en garde là-dessus, les amis, c'est bien beau tous ces produits-là, là. Mais, oh, pardon, là, j'escape un petit peu trop vite. C'est bien beau tous ces produits-là, mais ils doivent seulement servir de point de départ. Ils ne remplacent pas et ne remplaceront jamais les professeurs, les cours, les livres et les articles. Parce que ça, là, dites-vous que ça ne vous apprendra pas toute l'histoire et vous ne devez pas juste vous reposer là-dessus. Ça, là, dites-vous que c'est vraiment une espèce de... C'est ça, c'est un point de départ. C'est pour vous donner le goût de vous renseigner. Puis moi, c'est souvent ce que je propose sur ma chaîne. Hein. Je ne vais jamais très, très loin, sauf à certaines occasions dans ce que je raconte comme fait historique sur ma chaîne. Parce que le but, moi, avec ce que je vous montre quand je suis sur Twitch, c'est vraiment juste de vous donner l'étincelle, de dire « Hey, ça a l'air intéressant, je vais aller étudier ça un peu plus de mon côté. » Puis, je ne serais jamais capable de faire tout le travail exhaustif et complet qu'un professeur, qu'un cours, qu'un livre bien écrit ou un article scientifique va faire. C'est là que vous allez avoir vraiment toute l'information au complet. Et par les podcasts aussi, comme les pires moments d'histoire de Charles Beauchesne avec Urbania. Très, très bon également, effectivement, Matt Alpha. Fait que, petite mise en garde, ce n'est qu'un point d'ancrage. Après ça, l'histoire, la culture populaire et les mythes. L'histoire, évidemment, c'est fortement lié à la culture populaire et aux mythes, mais comment on peut les définir? La culture populaire, en gros, là, dites-vous que c'est un ensemble de pratiques, que ce soit des jeux, des idées, des personnages, des produits ludiques, qui sont appréciés par le plus grand nombre. On va citer, par exemple, là, pour vous donner des exemples que vous connaissez, Marvel, DC, comme là, je vous ai mis une image comparative du Thor, version historique chez les Vikings, dans la mythologie, avec ce que Marvel en a fait, juste pour vous montrer la comparaison entre les deux. Puis comment, justement, l'histoire peut devenir un moteur de culture populaire. Avec Thor, qui est devenu à incarner, justement, un héros de Marvel qu'on voit dans les films récents des dernières années. Donc ça, c'est un très bel exemple. Fait que c'est ça, ça peut être autant, justement, la série Marvel, la série DC, les Star Wars, tous les produits là, que les gens, de manière générale, sans forcément que ce soit tout le monde, aiment, on appelle ça de la culture populaire. Grosso modo, c'est à peu près ça. J'ai effectivement pas tort à son sujet. Merci, Kawaii. Puis le mythe, c'est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, donc issu de la culture populaire, qui va mettre en scène des êtres ou des êtres humains normaux, que ce soit des dieux, des demi-dieux, des héros, des animaux, des forces naturelles, qui symbolisent des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine. C'est quelque chose qui va vraiment expliquer les phénomènes naturels ou sociaux. Gérard Bouchard, un sociologue et historien très, très connu puis qui a vraiment écrit des écrits très monumentaux, lui, il voit vraiment 6 critères au mythe. Un mythe, ça a un pattern, hein, comme on dit en anglais, c'est de fondement archétypal que lui disait, donc ça a un archétype. C'est quelque chose qui va évoluer et s'adapter selon son contexte et son époque. Exemple, la fameuse histoire de la Corriveau, celle qui apparemment a tué 7 maris l'un après l'autre,
puis qui a été pendue pour sorcellerie, alors qu'en réalité, dans la vraie histoire, dans les textes historiques, on se rend compte qu'elle en a tué qu'un seul, et que c'était probablement un homme qui la battait puis qui la maltraitait. Mais le conte qu'on en a fait autour a tellement évolué que c'est devenu une sorcière terrible qui a tué 7 maris l'un après l'autre. C'est pour vous donner une idée comment un mythe peut évoluer dans le temps. Souvent, l'émotion va présider à son actualité. C'est-à-dire qu'un mythe, ça va toujours être raconté avec émotion. Que ce soit positif ou négatif, on va avoir une émotion en racontant un mythe ou en créant un mythe. Son discours va être reconnu par ceux qui le portent comme étant inattaquable. Il ne faut surtout pas questionner les mythes. Et ses prêtres, lui, il faisait beaucoup de références aux religieux, là. Ces prêtres, donc les gens qui la racontent, ils savent le raconter pour l'utiliser à leur fin, finalement, pour l'utiliser dans un but bien précis. Et les mythes, c'est ce qui se construit autour d'une histoire significative qui provient du passé. À l'époque, au Québec, la paroisse, c'était vraiment ce qui nous rassemblait chez les Canadiens français. La paroisse, c'est un peu l'ancêtre des municipalités. Les villes et les villages étaient rassemblés justement autour de seigneuries au niveau politique et de paroisses. Elles étaient organisées autour de l'Église. Elles étaient dirigées par un curé local. Participer aux messes, aux activités, aux festivités annuelles, ça contribuait justement à créer un cadre social. Ce cadre social-là, justement, il faisait partie de la culture populaire. Le cadre de l'Église, le cadre de la messe, des festivités, des activités, l'implication dans la paroisse avec les autres gens du village. C'était un cadre social dans lequel sont nés énormément de contes au Québec. C'est un peu pas mal le cœur de notre identité là, que je vous montre là en somme. Puis, évidemment, ce cadre-là, avec le temps, même s'il n'est plus très présent, même si les gens sont plus tellement religieux, les paroisses existent encore, mais bon, c'est plus un cadre social qui est très central à nos vies, ça existe encore beaucoup. Et ça a créé un mythe fédérateur au Québec qui est en partie aussi l'origine du design de ma chaîne. Le fameux diable, et là, j'avais pas le choix également de faire une référence à un des commanditaires du Shawicon Show, la microbrasserie Le Trou du Diable, qui font vraiment d'excellentes bières et qui mettent justement le diable dans leur design. Donc, le diable au Québec, là, si on a une créature, un mythe fondateur qui rallie tous nos contes et légendes populaires, c'est ce personnage-là qui est issu de la religion catholique. Et avant ça, même dans le judaïsme et dans plein d'autres religions, on a comme un peu une espèce de figure similaire au diable. Et dans nos contes populaires, la chasse-galerie et celui de Rose et Tulipe sont vraiment d'excellents exemples de tous les principes des mythes, selon Gérard Bouchard, que je vous ai nommé, et qui mettent en scène le diable. C'est des contes qui sont basés sur un mythe fédérateur, dans ce cas-là, le diable. Ça va croiser des éléments de culture populaire et la vie quotidienne des gens, puis ça va donner des leçons et des mises en garde. Puis c'est également justement des mythes qui se sont transmis à travers les générations de plein de manières différentes. Il y a plein de façons de raconter ces contes et légendes-là québécoises. Fred Pellerin le fait à sa façon, puis de nombreux conteurs vont le faire à leur manière. Baume Desjardins a même fait une chanson très populaire justement sur le conte de la chasse-galerie. Même chose pour La bottine souriante. Puis le conte de Rose et Tulipe aussi, sans dire que c'est vraiment ce conte-là qui va être mis en scène. Il va avoir été utilisé à différentes façons aussi. Puis justement, la chasse-galerie, cette fameuse gang de bûcherons-là, qui était éloignés au 19e siècle de leur famille, qui voulaient donc aller fêter le jour de l'an, puis qui ont invoqué le diable dans un canot volant pour aller les rejoindre. Mais en revenant, ils ont défait une des conditions du diable qui était de ne pas lâcher de jurons, de ne pas embrasser les filles et de ne pas toucher de croix sur le chemin. Ils ont enfreint chacune des 3 règles, ce qui leur a valu une descente aux enfers, jusqu'à ce que Dieu décide « Non, 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 vous avez tellement été irrespectueux des principes de la religion que le diable n'aura même pas votre âme. Vous allez être condamné pour l'éternité à voler dans le ciel dans votre canot volant. » Donc là, ils sont entre le ciel et le paradis, ni en enfer, ni au paradis finalement. Et dans le cas de Rose et Tulipe, c'est à l'époque justement où on célébrait le Mardi Gras et le Mercredi des Cendres. Le Mardi Gras, soir de festivité, Rose et Tulipe qui se met à danser avec tous les beaux prétendants. Finalement, il y en a un plus beau que les autres qui arrive. Et il s'avère que c'est le diable qui essaie de la faire danser passer minuit jusqu'au Mercredi des Cendres pour obtenir son âme. Donc voilà, le diable qui est très présent dans plein d'éléments de notre culture, les violonneux, les veillées de l'époque, les bûcherons, qui dans les faits, ça existait pour de vrai, là, les compagnies forestières, surtout anglophones, qui employaient des jeunes hommes, souvent des gens de famille d'agriculteurs ou des agriculteurs eux-mêmes, qui justement partaient pour aller arrondir leur fin de mois dans les camps de bûcherons, s'éloignaient de leur famille. Quelque chose qui n'était pas approuvé par l'Église, parce que dans l'Église, à l'époque, s'éloigner de sa famille, c'était pas très recommandé. C'était pas très religieux, c'était pas très recommandé, mais des fois, ils n'avaient pas le choix pour gagner un peu plus de sous. Fait que ça vient un peu mettre en scène tous ces éléments-là, finalement. Un autre mythe que tout le monde connaît, le CH. On peut dire que c'est pas mal un mythe. Hein? Créé en 1909, le Canadien de Montréal, ça a fait puis ça continue de faire rêver quand même un grand nombre de Québécois. C'est aussi l'objet de jokes et de parodies comme quoi ils perdent tout le temps puis qu'ils ramènent jamais la coupe. Mais quand même ces jokes-là, on peut quasiment considérer que c'est un mythe pareil. Hein? De se raconter entre nous que
ah, ben, le Canadien, ils perdent tout le temps, puis ils ramèneront jamais la coupe, ça fait même trop longtemps. Ben, ça aussi, ça peut être un mythe. C'est très proprement québécois parce que c'est la première équipe nationale qui a été attribuée officiellement aux Québécois qui s'appelait alors Canadien-Français en 1909. Le terme québécois, on aura peut-être l'occasion d'en jaser soit sur ma chaîne ou ailleurs. C'est un terme qui est apparu seulement avec la Révolution tranquille dans les années 70. Avant ça, on s'appelait les Canadiens français. Et les exploits des joueurs, par contre, comme Maurice Richard, Guy Lafleur et j'en passe, ben, ils restent dans la mémoire collective. On se rappellera toujours les performances de Maurice Richard, les performances de Guy Lafleur. J'en dis pas plus parce que je suis vraiment pas expert en hockey. Fait que questionnez-moi pas trop là-dessus, s'il vous plaît. Mais c'est quand même très fondateur dans notre histoire. Fait que j'avais pas le choix là, de faire une petite fleur là-dessus. Puis même, on dit qu'ils ramèneront jamais la coupe, mais il reste quand même que la Coupe Stanley, ça continue à faire rêver la population au Québec. De « Ah, mon Dieu, quand la Coupe Stanley va arriver, ça va être mémorable, on va faire le party, ça va donc être rassembleur. » Ben là, on a comme une part de mythe, une part de rêve là-dedans. Mais là, qu'en est-il des événements marquants et des grands personnages? Honnêtement, là, au Québec, on manque absolument pas de grands événements et de grands personnages. C'est juste que leur action et leur contribution au Québec d'aujourd'hui, ben, elle doit être connue et un peu plus discutée. Parce que malheureusement, de plus en plus, ben, on a moins tendance à faire l'histoire à travers les grands personnages et les grands événements. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. En même temps, c'est bien d'avoir d'autres approches et d'autres façons de penser. Mais il faudrait quand même ramener ça un peu pour se donner un peu des personnages auxquels on pourrait peut-être s'identifier puis se dire « Hey, eux, ils ont vraiment marqué le Québec. » Ça, c'est une image que j'ai prise d'un livre qui s'appelle « Les 10 journées qui ont marqué le Québec ». Si vous avez l'occasion de tomber là-dessus à la librairie, je vous conseille un très, très bon ouvrage collectif. Puis là, encore une fois, j'ai le goût de me munir de quelques munitions dans le chat. Quels sont vos événements et personnages favoris de l'histoire du Québec? Là, j'avoue que je m'adresse un peu plus aux Québécois du chat, mais je suppose qu'on est en majorité, là, justement, des gens du Québec. C'est qui vos événements, vos personnages préférés du Québec? Je serais curieux de vous lire là-dessus. Je rattrape un peu le chat. Évidemment, je ne lirai pas tous les messages. Je lis vraiment en diagonale. Là. Je suis juste curieux de voir un peu vos réactions. OK. J'aime vraiment les réponses que vous me donnez à date. Franchement, là, ça montre que vous êtes déjà quand même assez sensibilisé à l'histoire, à la culture, même à la culture populaire. Ça montre qu'il y a quand même déjà une certaine présence de ça de votre côté. Je trouve ça intéressant, vraiment. All right. Ben oui, je trouve ça intéressant que Com le mentionne. Et je vais en profiter parce qu'il m'entend en plus. Écoute, je pense pas mal que Denis Talbot pourrait pas mal faire partie de notre culture populaire, sincèrement. Parce que je ne sais plus c'est qui disait ça hier, là, comme quoi, je pense que c'était pendant le panel de Musique Plus. Denis, apparemment, c'était le geek avant les geeks. Et je suis totalement d'accord. Écoutez, là, puis c'est probablement le cas pour plusieurs d'entre vous. Moi, j'ai connu Denis Talbot pour son émission Monsieur Net quand j'avais 14 ans. Je gamais à l'époque, j'avais comme 2 télé-rayons cathodiques dans le sous-sol chez mes parents. Il y en avait une qui était pluguée sur le câble, puis l'autre non. Celle qui n'était pas pluguée, c'était ma TV de console de jeu. Et l'autre à côté, c'était une TV pour écouter des émissions de TV en même temps. Un peu comme maintenant, on lurk un stream ou on rejoue un jeu en même temps. Ben, c'était un peu l'ancêtre de ça. Puis là, ben, moi, qu'est-ce que j'écoutais justement lorsque ça passait? J'écoutais Monsieur Net pendant que je jouais à des jeux. Puis même souvent, les avis, les critiques de jeux qu'il donnait dans son émission, ben, ça me servait un peu de base pour choisir mes jeux aussi. Puis je pense que ça a marqué vraiment toute une génération. Fait que pour le phénomène que ça a été, là, Denis Talbot et l'équipe de Monsieur Net, je pense qu'ils peuvent faire partie de notre culture populaire, ouais. En conclusion, parce que là, le temps file, puis je veux quand même laisser quelques petites minutes pour des questions si vous en avez. Que faut-il retenir de tout ça? Et là, j'ai mis un mime du monsieur qui souffre un peu en silence et qui dit « Ah, quand tu réalises qu'en histoire, ben, il y a quand même un petit peu de par cœur. Hein? » Ben oui, en histoire, il y a quand même malgré tout un petit peu de par cœur. On n'a pas le choix. Ben, l'histoire, dites-vous que c'est pas juste des dates et des faits qui n'ont rien à voir avec votre vie. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on nous l'enseigne à l'école. Hein? On vous bourre le crâne de dates et de faits que vous devez retenir par cœur, recracher sur une feuille d'examen. Et pour le 3/4 d'entre vous, je suis pas mal sûr que vous avez oublié la majorité de ce que vos profs vous ont enseigné. Après que vous ayez fait votre examen et que vous vous êtes dit « Ah, ce maudit examen-là, enfin, je m'en suis débarrassé. » Ben, dites-vous que ça, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une enquête. C'est de la compréhension. L'histoire, elle est littéralement partout. Dans les films, dans les livres, dans les jeux, dans les univers fantastiques, dans tout ce que vous consommez, il y a moyen toujours de faire un lien avec l'histoire. C'est quelque chose qui est omniprésent. C'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est quelque chose qui est présent dans plein de produits de culture populaire qu'on aime et qu'on met en valeur d'ailleurs à l'occasion du ShawiCon 2022. C'est quelque chose qui sert à comprendre nos origines, celles des autres également, pas seulement celles qu'on a au Québec, mais celles du monde au complet. C'est quelque chose qui sert justement à donner un sens au monde dans lequel on vit parce qu'on ne regarde jamais l'histoire simplement pour observer le passé.
on est un produit de notre époque. Moi, je suis un homme de 2022. Vous êtes des hommes, des femmes ou peu importe le genre auquel vous vous identifiez de 2022. Vous êtes un individu de 2022 et vous vivez dans un contexte très précis avec une époque des mœurs et des valeurs. Et pour comprendre pourquoi on en est là, pourquoi on adopte ça comme valeur, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, puis comment tout ça peut évoluer, bien, on n'a pas le choix, il n'y a qu'une seule façon, c'est de regarder à travers notre passé, de regarder à travers l'histoire pour avoir une base pour mieux regarder vers l'avenir. Et là, Maître Yoda vous demande, des questions avez-vous? Fait que ce serait ce qui conclut ma présentation. Hey, merci beaucoup, L. Frank, Colin. C'était vraiment cool. Je me sens beaucoup moins niaiseux. Moi, Nino, t'es pas moins niaiseux. T'es plus informé. Merci, Denis. Non, mais c'est vrai. Regarde, on a appris un paquet d'affaires aujourd'hui. Good, merci beaucoup. Frank, c'était super. Toujours très intéressant. Allez faire un tour sur sa chaîne Twitch et prenez un cours de diction en même temps. J'ai de la misère. J'ai de la misère à le dire. Merci, L. Frank. Toujours très cool. Puis la prochaine fois, on va se parler de points plus précis. Peut-être analyser une franchise côté historique puis nous faire des parallèles. Tu sais, les fameux Vikings avec leur casque qu'on voit toujours avec les cornes. Il y en a-tu des cornes? Il n'y en avait pas de cornes. Tu sais, des trucs comme ça serait le fun aussi. Ouais. C'est bon, ça, j'aime ça. Je peux déjà répondre, non, il n'y en avait pas. Mais l'an prochain, j'irai un petit peu plus en profondeur avec vous, ça me fait plaisir. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Good, et merci continuez beaucoup de suivre la chaîne de L. Frank. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Merci. Ta gang est là en plus. Merci beaucoup. Salut L. Frank.